qu'on date du 15 septembre 2022, le journal suisse Le Temps a publié plusieurs vidéos mettant en scène M. Vidé Chimanga, conseiller spécial en matière de stratégie du chef de l'État, négocier l'argent auprès de supposés investisseurs prétendant représenter une agence de Hong Kong. Les infractions commises à l'étranger, la loi congolaise, à l'article 3 du Code pénal le premier, donne la manière dont ces infractions peuvent être poursuivies au Congo. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin parce que c'est le parquet général qui l'a tombé et on dit ça va, on s'est saisi d'office parce qu'on est à la recherche des infractions et on prend le prévenu, on l'envoie à la police. Donc c'est un jeu qui s'est passé, madame, c'est un peu le blétard. C'est un peu le blétard. C'est un peu le blétard. La loi qui a été violée ici, c'est laquelle? C'est l'article 1er de l'ordonnance numéro 63/300 qui incrimine l'offense vis-à-vis du chef de l'État. Ces dossiers, vous allez comprendre au fil du développement de moyens de forme que c'est un dossier, permettez-moi les termes, je me ressens compliqué. C'est un dossier qui dit qu'il y a trop de dessus des cartes au-dessus de ça pour mettre la vie. La vie de M. Vidé en danger. Cette précipitation n'est que la conséquence logique de l'acharnement. Il y a une main noire dans ces dossiers. Mais dans la mesure où le prévenu lui-même viole le prescrit de l'article 23 de la Constitution, en n'observant pas les limites, il viole la loi. Donc c'est sous réserve de l'ordre public, de bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas, au nom de la liberté d'expression, débiter n'importe quoi. En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et dénonciations accompagnant tous les actes d'instruction et saisit le cours et tribunaux. Il n'y a pas une infraction singulière en matière de corruption. La matière de corruption est toujours plurielle. Il y a d'une part un corrupteur et d'autre part un corrompu. Ça ne se conçoit pas qu'on puisse parler de la corruption à seul. Où et quand les aviez-vous rencontrés? Les clients répondent le 11 et le 12 juillet à Londres dans 2 restaurants où ils m'avaient convié. Je ne rappelle rien au parquet que dans l'exercice de poursuite, il y a aussi des obstacles à l'exercice de poursuite. S'agissant de l'incompétence territoriale, disais-je, je viens de vous démontrer que le fait pour lequel le prévenu est poursuivi ont bel et bien été commis en République démocratique du Congo et dans la commune de la Gombe, lieu de la situation physique, de la résidence ainsi que du lieu professionnel ou du travail de prévenu. Sur le plan légal, ils ne peuvent même pas être jugés par le juridiction congolaise, étant donné qu'il n'y a même pas une plainte de la République à l'étranger, moins encore une dénonciation sur le plan diplomatique. Nous avons entendu de la part de presque tous les plaideurs les mots acharnement, acharnement, acharnement. C'est quand même sidérant. Pensez-vous, monsieur le plaideur, et même madame de la Cour du tribunal, que le ministère public et notre rang puisse abandonner ses multiples occupations uniquement pour s'occuper, pour s'acharner à un
Ma Mission TV, le miroir du monde. Qu'avec argumentation soutenue, et là, nous pouvons revoir les dispositions de l'article 65 qui confère la compétence de juridiction. Et à ce stade, je croyais être en face du ministère public prêt à la juridiction pour laquelle vous avez fixé les dossiers, mais alors vous êtes là. Et encore merci pour confirmer cet état d'acharnement. Nous disons acharnement, pourquoi? Pour compléter ce que l'estimé confrère a dit, la procédure qui est par devant vous résulte d'une violation intempestive des lois. Et en sus de ce qui a été savamment dit, nous vous ajoutons les pertinentes dispositions de l'article 67 de la loi organique, votre loi, qui porte sur l'organisation, fonctionnement et que dit cette loi? En matière répressive d'actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur les territoires de la République démocratique. Heureusement que ce n'est pas pur impossible que l'instructeur qui avait reçu l'audition de notre client s'est rendu compte que les faits que lui reproche, les faits prétendument commis, l'ont été en dehors du territoire de la République démocratique. Et ça, en vertu de cette disposition pertinente, je m'attendais, parce que le parquet, en principe, s'est saisi et instruit qu'en vertu de la loi. Et c'est pour cette raison-là que nous les appelons gardiens de l'ordre public et de la loi. Mais ici, on constate que le parquet, votre honneur, Madame la Présidente, une brève historique dans cet acharnement qu'on vient de vous confier pour peut-être habiller ce qu'ils ont déjà concocté. Le client ici présent a été invité par le parquet par une invitation sous le régime d'un dossier RI, sans qu'il ne soit auditionné. Le parquet a déjà converti les dossiers RI en RMP. Et c'est là, au mépris des pertinentes dispositions qui viennent d'être développées par l'éminent confrère, je dis l'article 3, livre 1er de notre code pénal. On convertit, et malgré le rejet de toutes ces allégations, parce que le ministère public n'a pas eu une autre base que de ramasser la publication d'une situation sur la toile. Même si le gouvernement de notre pays, je suivais le ministre de la Communication ce vendredi, sur le fameux problème de l'Est, qui demandait aux organes de la presse de ne pas compter ou tenir compte des images et des propos passés sur les réseaux sociaux. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est le parquet qui vous amène leur proie, excusez-moi le terme, parce qu'il a déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt provisoire. Il a déjà été amené en prison, quand même à franc. Et ça, c'est en violation flagrante des lois de la République. Et je croyais que toute œuvre humaine n'étant que faillible, il pouvait se reconstituer et classer purement et simplement les dossiers. Non, on fixe avec la précipitation la plus aiguë et toujours en violation des lois. Madame, vous ne recevrez pas cette requête si, par extrême impossible, vous dites que non, vous direz que non, les exceptions d'inconstitutionnalité, mais au vu de ces violations de loi, les faits prétendument commis à l'étranger, sans la plainte, ou dire sans plaignant, et plus loin sans victime,
Et nous sommes devant vous. Vous constaterez que les lois ont été violées. Et rapidement, nous avons lu les articles 160 de notre loi fondamentale, qui dispose votre nom, Madame la Présidente, distinguée Madame et Monsieur membres de la composition. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception des constitutionnalités soulevées devant ou par une juridiction. Nous nous trouvons dans les cas de figure où la défense, devant une juridiction, soulève une exception d'inconstitutionnalité qui mérite à ce que la Cour constitutionnelle seule, juridiction des fonds sur cette question-là, puisse opiner sur la question. Et la ligne deuxième de l'article 70 dit, toute personne peut la saisir de cette Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Nous avions dit que la loi de 63 également violait la Constitution. La législation congolaise, au regard du droit positif congolais, ne vous donne aucune prérogative pour répondre quant à ces moyens. Votre attitude consistera à constater qu'on a soulevé ce moyen par devers vous et vous ordonnerez la succession à statuer en attendant que la juridiction suprême et en qualité pour ce faire puisse vous dire est-ce qu'elle devrait vous poursuivre et mettre effectivement participant naviguer au regard de la loi invoquée ou vous devriez les poursuivre au regard de l'article 17 et 19 qui fait la Constitution ou pas. En attendant votre honneur, c'est faisant, vous juge étant soumis à l'autorité de la loi, vous serez obligé de recevoir ces moyens et de donner la fiction de la statut. On va perdre les parce qu'au fur et à mesure, on est en train de débattre sur un moyen X, ça risque à une certaine limite aussi de nous faire perdre. Le mieux serait que le public note les différents moyens auxquels il va tenter de répliquer. Parce qu'à une certaine limite, je ne pense pas qu'il va répliquer à la hauteur de moyens soulevés. Donc, je voudrais, Madame le Président, formuler cette demande, que les ministères publics soient patients, qu'ils notent et que nous terminions d'abord ce que nous sommes en train de faire poser comme moyen. Les débats, nous sommes ouverts, nous sommes là, prêts à raconter les ministères publics, en tout cas de bout en bout, la consistance de moyens que nous avons Ou on va se contenter à donner un avis après que le parti civil ou le parti prévenu ait donné leur point de vue. Nous sommes en matière pénale où le principe du contradictoire est de mise. En matière pénale, toute exception qui est soulevée doit être soumise au débat. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait le débat, nous voulons que l'on passe d'une exception à une autre, qu'on fasse le débat, qu'il y ait de contre-répliques dans chaque exception qui est soulevée. Et c'est en ce moment-là que le tribunal pourra être éclairé. On ne peut pas se contenter d'un avis à donner à la fin de l'exposition de moyens du prévenu. Et que nous risquons de perdre le fil des idées, compte tenu de la pluralité des exceptions. Il faille que le tribunal nous autorise de répliquer chaque fois qu'il termine une exception pour que les fils d'idées soient bien gardés et pour qu'on puisse susciter même des contre-répliques en la matière. Le ministère public a posé son problème et quelques membres du collectif ont réagi. On voit sa main, on lui donne la parole et après le tribunal va. Une fois pour toutes, vous n'êtes pas d'accord par rapport à la demande du ministère public. Nous pensons que c'est ça. Il y a d'autres membres du collectif qui adhèrent à cette demande. Face à la demande du parquet, c'est que vous aussi, vous aurez à opiner autant de fois que les moyens seront soulevés. Vous aurez à rendre plus de décisions. Laissez-nous de la défense épuiser notre judiciaire et le parquet va noter. Le stylo est fait pour ça avec les papiers photos. La vie de nous applique. Donc, vous aurez à chaque moyen
on aura un avant du droit insécural. Ça, c'est un désordre procédural qu'on veut créer dans la manière de faire les choses. Le tribunal a compris les réactions par rapport à chaque moyen. Et dès que la partie prévenue va finir avec le développement de ces 5 moyens soulevés, vous aurez peut-être à lire tout ce que vous avez à toucher et le tribunal va devoir se prononcer contre ça. Partie citée, vous pouvez évoluer avec vos préalables. Pour moi, lorsqu'il a pris la parole, vous a rappelé le prescrit. Vous a rappelé le prescrit de l'article 67 de la loi organique numéro 13. Cet article est ainsi libellé. En matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et dénonciations accompagnant tous les actes d'instruction et saisit le cours et tribunaux. En l'espèce, le ministère public saisit les cours et tribunaux par voie d'une requête aux fins de fixation d'audience. Mais Madame le Président, je ne rappelle rien au parquet que dans l'exercice de poursuite, il y a aussi deux obstacles à l'exercice de poursuite. Il y a des obstacles. Je pense qu'en droit congolais, il y a deux obstacles. Le premier, c'est la plainte préalable de la partie lésée. Et l'autre obstacle est lié à la qualité même du délinquant ou de la personne qui commet l'infraction. Ici, je fais allusion à l'article 164 de la Constitution, juste pour essayer d'épingler un peu quelque chose dans le sens que cet article énumère les personnes qui sont revêtues de l'immunité et qui sont justiciables directement devant la Cour constitutionnelle. Ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est par rapport aux obstacles liés à la plainte préalable de la partie lésée. En droit congolais, il y a plusieurs cas de figure qui subordonnent la poursuite par la plainte de la partie lésée. Je n'apprendrai rien au parquet. Il y a les cas d'adultère, il y a les cas de grivellerie, il y a les cas des infractions au droit d'auteur, il y a les cas d'acharnement sexuel, il y a les cas des outrages et violences envers le membre de l'Assemblée, du gouvernement, ainsi de suite. Et il y a aussi les cas d'infractions commises à l'étranger. Les infractions commises à l'étranger, la loi congolaise, à l'article 3 du Code pénal le premier, donne la manière dont ces infractions peuvent être poursuivies au Congo. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin parce que c'est le parquet général de la Gombe et on dit ça va, on s'est saisi d'office parce qu'on est à la recherche des infractions et on prend le prévenu, on l'envoie à la... Donc c'est un jeu qui s'est passé, madame, c'est un peu regrettable. Ils ont perdu de vue, le parquet a perdu de vue qu'il était en face aussi d'un semblable. Ici aussi, nous sommes venus parce que vous êtes là pour juger aussi vos semblables. Mais madame le président, c'était étonnant. Pourquoi j'ai dit ça, madame le président? Ces dossiers, vous allez comprendre au fil du développement des moyens de forme que c'est un dossier, permettez-moi les termes, je me ressens compliqué.
certains dossiers, c'est-à-dire qu'il y a trop de dessus des cartes au-dessus de ça pour mettre la vie de M. Vidi en danger. J'en viens. Je train juste de planter mon décor. Madame le Président, l'incompétence est tirée d'abord de la violation de l'article 3 du Code pénal, livre 1er. Cette incompétence est créante. À la lecture de cet article, vous comprendrez que cet article impose les poursuites par la plainte ou la dénonciation d'une autorité étrangère. La plainte de la personne laissée à l'étranger, pas au Congo. Alors vous avez des pièces, vous avez un dossier de pièces de 112 pièces. Est-ce qu'il y a une plainte ou une dénonciation par voie diplomatique d'une autorité étrangère? Le parquet va vous répondre par rapport à cette question-là. Le parquet va vous répondre. Alors que le parquet, dans son rapport du 18, du 18 septembre 2022, si vous pouvez vous rapporter à la cote numéro 1 de votre dossier de pièces, tel que classé ici. Le procureur général audiencier lui-même, c'est lui qui est l'auteur de ces rapports adressés à son chef hiérarchique. Dans les constatations, lui-même, le procureur général, ici présent, spécifie qu'en date du 15 septembre 2022, le journal suisse Le Temps a publié plusieurs vidéos mettant en scène M. Vidi Tshimanga, conseiller spécial en matière de stratégie du chef de l'État, négocier l'argent auprès de supposés investisseurs prétendant représenter une agence de Hong Kong. A été fait avant même que notre client ne vienne comparaître. C'est-à-dire qu'au niveau déjà du parquet, ils étaient en train de concocter des choses. Au niveau déjà du parquet, ils étaient en train de faire des histoires. Lui-même spécifique, c'est le journal suisse. Cet argument est encore renforcé par la question numéro 6 du procès verbal signé contradictoirement. Il y a le ministère public audiencier lui-même a signé et le client aussi a signé. La question 6 posée par le procureur général, elle est la suivante. Où et quand les aviez-vous rencontrés? Les clients répondent le 11 et le 12 juillet à Londres dans 2 restaurants où ils m'avaient convié. Quelle n'a pas été notre surprise? Vous avez là la requête au fait de fixation d'audience. Lorsque le parquet vient présenter, après lui le fait, de la cause, le parquet est en train de dire en l'espèce avoir à Kinshasa, ville de Sénon et capitale de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune de la Gombe. Ça c'est quoi? Les glissements, ça peut s'appeler glissement, le régime aussi, le régime est passé. Ça peut s'appeler glissement ou quoi, je ne sais pas. Si c'est une intelligence subtile, je ne comprends pas. Ou c'est une sorte de malignité, je ne comprends pas. D'où a-t-il
tirer la commission de fait dans la commune de la Gourou? C'est à partir de quel élément? Il s'est référé à quel élément pour faire asseoir un argument d'après lequel le client aurait commis diverses infractions ici à la Gourou. Malheureusement, ce sont des œuvres manifestement imparfaites, incapable lui-même de spécifier dans Alagombe si c'était dans son bureau, si c'était dans un bistrot, si c'était imprécis. Il est resté évasif. Il est resté imprécis. Il prendra la parole et vous dira si c'est Alagombe, si c'était, je ne sais pas où. C'est ça la commune de la Gombe. C'est pas ça s'étend de tel ou à tel point, donc je ne maîtrise pas trop la commune de la Gombe, je suis à Mongafoula. Si c'était à Mongafoula, je comprendrais, j'allais facilement vous le décrire. Mais à la Gombe ici, lui il a vu le prévenu où? Quels sont les éléments qui militent à dire que le prévenu, notre client, aurait commis en son temps ces infractions ici à la Gombe? La Gombe où? Il vous le dira. C'est qu'il va balbutier sérieusement lorsqu'il va vous répondre par rapport à cette question. Bon. Et du PV de l'audition du prévenu, qu'il y a manifestement incompétence de votre tribunal. Donc, vous allez, madame, vous déclarez incompétent. Nous ne sommes pas, sur le plan légal, ne peuvent même pas être jugés par le juridiction congolaise, étant donné qu'il n'y a même pas une plainte de la victime à l'étranger, moins encore une dénonciation sur le plan diplomatique. Code pénal congolais, ou en droit procédural congolais, le parquet est buté au principe de territorialité. Cela signifie quoi? Le très estimé Boumana Bomposo Arthur vous a lu les articles 67 de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre des justiciers, qui dispose clairement qu'en matière répressive, le ministère public recherche des infractions commises sur les territoires de la RDC. On ne dit pas sauf ou excepté, hormis non. Lorsque le législateur ne fait pas, ne risque pas des exceptions, il n'appartient pas au tout-puissant parquet de s'attribuer des compétences. C'est illégal, votre nom. L'article 57 de la loi précitée et l'article 2 de notre code pénal posent les principes de territorialité des poursuites. L'article 2 dit ceci. Code pénal livre privé. L'infraction commise sur les territoires de la République démocratique du Congo est punie conformément à la loi. On ne dit pas sauf en cas de flou. On ne peut pas s'attribuer une compétence parce que nous sommes dans un état de droit et qu'on ne peut pas facilement arriver au Congo au hasard. On commence à dire non. Bien que c'est le grand Congo, il y a tout ici, lithium, cobalt, tout ça. Mais en cette matière, le législateur a limité les terrains. Il y a prématurité. Il y a prématurité. Pourquoi? Parce que, madame, à ce jour, nous ne pouvions pas parler de cette affaire sans la plainte de la partie victime ou la dénonciation d'un officiel étranger par voie diplomatique. Ces formalités légales n'étant pas remplies, n'étant pas observées, tout le reste est prématuré, fût-ce les poursuites ou même la fixation du dossier devant prétendument le tribunal compétent. Donc à ce niveau-là,
il y a manifestement prématurité. Donc nous avons posé aussi le moyen relatif à la prématurité. Donc ici, c'est comme quelqu'un qui ferait la layette avant que même son enfant soit né. Il ne connaît même pas le sexe. Il ne connaît même pas le sexe de l'enfant. Directement, il y a des couches, il y a des pampers, il y a des ceci, des habits qui s'apparentent à un enfant mâle. Mais il peut même être mort-né. Donc vous ne connaissez rien de cet enfant, mais ici il est à l'aide. C'est ça que les parquets a fait. Donc vous comprenez que là, c'est vraiment une sorte de prématurité. Et ils ont bien fait eux-mêmes d'étouffer ça. Bien, parce que leur action a étouffé aussi, dans une certaine mesure, leur propre poursuite éventuelle ou ultérieure. Et vous en tirerez les conséquences de droit sur la question, donc l'irrécevabilité à une certaine limite, parce que la sanction par rapport, étant une fait de non-recevoir, la sanction c'est l'irrécevabilité. Donc c'est par rapport à la formalité, je me fais compléter par Maître Moule. Le collectif du parquet, cette prématurité, vous allez la constater dans le rapport du magistrat instructeur. Je vous épargne la lecture parce que vous aurez le temps de l'examiner, mais je voudrais tout simplement qu'à la page 2 de ce rapport, vous relèverez ceci. Pour asseoir votre décision, que le magistrat instructeur lui-même dit ceci. Ceci étant, nous proposons l'ouverture d'une information judiciaire afin d'appréhender les faits en dehors des réseaux sociaux et d'obtenir de plus amples renseignements auprès des experts miniers, financiers et du guichet unique de création des entreprises, ainsi que de l'Agence nationale de prévention et de lutte contre la corruption, qui seraient outillés à identifier les interlocuteurs de M. Vidier et à authentifier les enregistrements vidéo en vedette sur les réseaux sociaux. Voilà, madame. Donc, lui-même, le magistrat instructeur, ici à l'audience, avait déjà, avant même l'audition de notre client, constaté qu'il fallait approfondir. J'aime bien les concepts utilisés dans sa conclusion, appréhender les faits en dehors. Ça, c'est vraiment bien dit. Saisir la portée de ces faits en dehors de ce qui a été dit dans le réseau. Nous étonnons que nous nous présentons à ce jour pour débattre de cette requête. Le parquet lui-même avait senti déjà qu'il y avait prématurité. Donc, quand vous allez vous retirer, vous relèverez purement et simplement ce moyen aussi patent. Je sais que les deux premiers moyens qui ont été relevés retiendra très particulièrement votre attention, mais je viens compléter cette prématurité de l'action pour dire qu'à ce stade, si jamais votre tribunal a accepté d'aborder le fond de cette, vous constaterez qu'il y a même prématurité. Parce que ce dossier qui contient les 122 pièces ne contient en réalité rien. Parce que lui-même, le parquet a estimé qu'il fallait entrer en profondeur. Sous réserve d'être complété. Vous constaterez avec nous que cette prématurité, cette précipitation n'est que la conséquence logique de l'acharnement. Il y a une main noire dans ces dossiers. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre les magistrats chevronnés, les magistrats du parquet général puissent faire les choses de cette manière. Donc, il y a l'acharnement. Nous avons dit. Le parquet a envoyé le dossier en fixation à travers une requête de fin de fixation. Cela voudrait dire que le parquet, lorsque le magistrat envoie un dossier, il lui est loisible de faire une opinion dissidente quant à ce. Voilà pourquoi il a fait une proposition en disant que non,
au regard du fait que j'ai envoyé le dossier en fixation, mais je constate que ce dossier regorge encore des informations qui devraient être complétées. Notamment, on devrait faire un recoupage au niveau des institutions minières, au niveau des institutions financières, au niveau de l'agence ANAPI pour l'investissement. Donc, tous ces éléments pouvaient corroborer et permettre au magistrat de continuer son instruction. Mais en fait, lorsqu'il a eu à fixer l'affaire, il était complètement dessaisi. Parce qu'en voyant aussi en fixation, le magistrat est dessaisi. Et lorsqu'il est dessaisi, il comprend qu'il est dessaisi. Il émet quand même une opinion dissidente pour dire que non, il lui fallait un complément d'information. Donc, c'est vous dire que ce dossier n'a pas été bien ficelé, n'a pas été bien étoffé. Ce dossier regorge encore de failles. Le résultat est déjà biaisé d'avance. Parce que l'absence de la plainte préalable et la dénonciation officielle par voie diplomatique empêche déjà le parquet à atteindre un résultat. Donc, il est bloqué déjà. Je ne sais pas, ce forcing-là est lié à quoi? On va découvrir lorsque le parquet aura pris la parole. Pourquoi ces forcings-là? J'ai mis la date. C'est que Maître Bouman a dit l'acharnement autour de la personne de M. Lidi. Donc, madame, il y a manifestement défaut d'objet. Et vous comprendrez, lorsque, à la lecture de l'article 55 du Code de procédure pénale, l'indication même du lieu de la commission fait également défaut. Au regard aussi des pièces qui existent dans le dossier, en l'espèce, le procès verbal d'audition et le rapport du magistrat audiencier qui éclaircissent que les faits auraient été commis à l'étranger. Alors, sur ce moyen-là, je me ferai compléter par mes distingués confrères. Je me suis posé la question en compulsant le dossier de pièces, qui contenait à peu près 122 pièces. Je n'ai pas trouvé le corps du délit, ce que nous appelons le corpus delicti. En matière d'infraction de corruption, c'est une infraction toujours plurielle, à deux. Il n'y a pas une infraction singulière en matière de corruption. La matière de corruption est toujours plurielle. Il y a d'une part un corrupteur et d'autre part un corrompu. Ça ne se conçoit pas qu'on puisse parler de la corruption à seul. Il faut qu'il y ait un corrupteur actif et un corrompu. Alors, le corps du délit, c'est quoi? Ce sont des objets qui ont servi de dons, de présents. Et c'est pour les promesses agréées. Cela doit être matérialisé. Voilà pourquoi, sous d'autres yeux, lorsqu'il faut enquêter en matière de corruption, on organise de perquisitions à domicile. On fouille pour chercher le corps du délit. Tantôt de chéquiers, tantôt de billets de banque, tantôt des histoires de pièces en or, des objets de valeur. On dessus, de perquisition, on saisit des objets. Mais ici présent, qu'est-ce qui a été remis? N'est pas retracé. C'est un dossier qui me semble être vide. Je l'ai retracé. Le parquet retient comme source le journal suisse L'État. Nous aidons le parquet, l'accusation, pour dire que le journal Afrique Intelligence est allé plus loin dans ces mêmes feuilletons. Et c'est dans sa publication du 16 septembre récent, qui était titré « Guet-apens au sommet de l'État congolais ». Nous parlons français. Il s'est agi d'un guet-apens au sommet de l'État congolais. Didier Chimanga
conseiller spécial du président Félix, piégé par les faux investisseurs. Madame le Président, à mon avis, je croyais que le parquet se serait servi de cette 20e publication. Là, c'est vraiment le fond. Non, attendez, madame, j'en arrive pour le manque d'objets. Parce qu'il s'agit d'un piège. Il s'agit d'un piège, madame. Les vaillants confrères ont relevé l'absence totale de la plainte. Autrement dit, il n'y a pas eu de plaignant. Et pour atterrir à dire qu'il n'y a pas de victime. Mais qu'est-ce qui a été recherché dans ces détails? Est-ce que l'objet recherché par ces faux investisseurs, encore qu'ils ont donné une fausse identité, faux investisseurs, est-ce que lui n'ayant pu naître quelque chose? C'est la question que le gouvernement se pose. Si ce n'est l'acharnement du parquet général de Kinshasa, nous en arrivons, madame, parce que eux-mêmes se désignent faux investisseurs. Eux-mêmes se désignent faux investisseurs. Et c'est le parquet qui, sans aucune pièce probante, qualifie de corruption, de trafic d'influence, sans qu'il y ait une autorité même de l'administration minière ou comment, vienne se plaindre du passage de M. Timara dans leur bureau. Parce qu'il s'agissait d'un piège, madame. Nous disons que parce qu'il s'agit d'un piège, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas à suivre, il n'y a pas d'instruire, il n'y a pas lieu d'instruire, madame. Parce que c'était un piège. Les auteurs de ces pièges, eux-mêmes l'ont dit, qu'il s'agissait d'un piège. Parce que quand on est dans un piège, les moyens utilisés ne peuvent pas nécessairement aboutir à des résultats. Voilà pourquoi nous disons, comment on va nous opposer une action publique sans victime? C'est une première. Je vais motiver, si par argumenter vos 5 moyens, nous estimons donner la parole au procureur de la République et s'il y aura à réagir, vous allez réagir. Il reste l'obscurité. On n'a pas encore dit. Il va devoir rester professionnel et légaliste pour répliquer à tous ces moyens qui viennent d'être développés devant vous. Mais d'emblée, nous avons entendu de la part de presque tous les plaideurs les mots acharnement, acharnement, acharnement. C'est quand même sidérant. Pensez-vous, monsieur le plaideur, et même madame de la Cour et du tribunal, que le ministère public de notre rang puisse abandonner ses multiples occupations uniquement pour s'occuper, pour s'acharner à un citoyen honnête, à une personne honnête? Non. La réalité, c'est que le ministère public en général et le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe en particulier reste un cauchemar pour tous les infracteurs. Les jours où vous entendrez dire que le ministère public a cessé avec l'acharnement, c'est que ce jour-là, le ministère public devient complaisant. Nous sommes les avocats de la société et ce que nous poursuivons, c'est l'intérêt public. Une fois que la loi est violée, le ministère public ne peut pas rester dans la complaisance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'acharnement. Les moyens soulevés sont les suivants. Il y a d'abord l'inconstitutionnalité. Le prévenu soulève le moyen d'inconstitutionnalité en se basant sur les dispositions des articles 17 et 23 de la Constitution, pour dire que la liberté d'expression est consacrée par ces dispositions légales et que l'ordonnance loi réprimant l'offense est inconstitutionnelle. Le ministère public constate d'abord que le plaideur qui a lu cette disposition légale s'est limité au début de l'article même, alors qu'il fallait lire cette disposition légale, cette disposition constitutionnelle jusqu'à la fin. Il fallait lire cette disposition légale in fine. Mais parce qu'il n'a pas lu, je vais devoir vous lire cette disposition constitutionnelle.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Il en va de même de l'article 17 qui pose le principe de la liberté d'expression. Dans les cas d'espèce, le prévenu a-t-il observé les réserves qui sont émises par la Constitution elle-même? Si le prévenu n'a pas émis de réserve, c'est-à-dire n'a pas vexé les susceptibilités, n'a pas ridiculisé la personne humaine, en ce moment-là, la liberté d'expression serait sans faute. Mais dans la mesure où le prévenu lui-même viole le prescrit de l'article 23 de la Constitution, en n'observant pas les limites, il viole la loi. Donc c'est sous réserve de l'ordre public, de bonnes mœurs. Vous ne pouvez pas, au nom de la liberté d'expression, débiter n'importe quoi. Et la loi qui a été violée ici, c'est laquelle? C'est l'article 1er de l'ordonnance numéro 63/300 qui incrimine l'offense vis-à-vis du chef de l'État. Il faut aussi retenir que la même Constitution qui préconise la liberté d'expression stipule aussi que la personne humaine est sacrée et que l'État a l'obligation de protéger cette personne. Donc, le prévenu ne peut pas invoquer l'article 23 de la Constitution parce que cet article ne lui sera d'aucun secours. Au contraire, c'est le prévenu lui-même qui a violé cette disposition légale en dépassant les limites qui sont accordées par la Constitution elle-même. Donc, vous n'allez pas retenir ce moyen. Et le même prévenu dit qu'il y a inconstitutionnalité par le fait qu'il n'y a pas une plainte préalable s'agissant de l'infraction d'offense au chef de l'État. Et j'ai été sidéré lorsque j'ai vu un plaideur en train de lire ce livre qui a été rédigé par mon collègue Boniti Zungu à son âme, de A à Z. C'est sur ce point précis qu'on peut dire que les collègues étaient en train de somnoler. Parce que je vous donne la genèse de cette conception qui consiste à considérer qu'il faut une plainte préalable pour poursuivre l'auteur d'une offense envers le chef de l'État. La conception atavique provient de l'article 96 du Code d'organisation et de compétences judiciaires. Cette disposition légale détermine la compétence matérielle ou déterminait la compétence matérielle de la Cour de sûreté de l'État. Et je peux d'ailleurs vous lire, vous allez constater que l'offense au chef de l'État n'est pas subordonnée à la plainte. Je vais vous lire la genèse d'abord. J'ai pris les codes d'OCJ, comme vous êtes tous juristes, vous savez ce que je veux dire, de la compétence matérielle de la Cour de sûreté de l'État. La Cour de sûreté de l'État connaît seule les infractions visées ci-après. Les infractions relatives aux atteintes à la sûreté de l'État, les infractions relatives à la répression des offenses envers le chef de l'État, les infractions relatives à la répression des offenses envers les chefs d'État étrangers et outrages dirigés contre les agents diplomatiques étrangers, les infractions relatives aux imputations dommageables et aux injures envers le chef d'État, pourvu qu'ils s'en plaignent ou les dénoncent auprès d'une autorité militaire, administrative ou judiciaire. Voilà, c'est le point 4 ou l'alinéa 4 qui a été repris par le collègue Tizougou dans ce livre. Mais lorsque vous voyez ici, il y a un distinguo entre les offenses envers le chef de l'État de la RDC et le chef d'État étranger. C'est s'agissant des chefs d'État étrangers que les poursuites sont subordonnées à la plainte. Donc c'est tout simplement une erreur. D'autres ont cru qu'ils pouvaient trouver cette conditionnalité de la plainte préalable à l'article 138 ter du Code pénal, le livre 2, mais c'est sans compter. Parce que quand vous lisez l'article 138 ter, vous allez trouver que là, il ne s'agit pas de l'offense envers le chef de l'État, mais il s'agit plutôt des outrages. Donc,
La jurisprudence est allée d'ailleurs beaucoup plus loin. La jurisprudence, et d'ailleurs, c'est la jurisprudence de la défunte Cour suprême de justice qui avait décidé, j'ai dit bien que la Cour suprême avait déjà décidé, dans l'affaire ministère public et contre le prévenu, Bavé Lavoie-Di Moukala, sous les RP, bar CR, du 29 janvier 1996, c'est qui suit. Que la loi numéro 3, disons l'ordonnance loi numéro 63 bar 300 du 16 décembre 1963 ne subordonne pas les poursuites relatives à la prévention d'offenses envers le chef de l'État à la plainte de celui-ci. Ça c'est la Cour suprême, la défunte Cour suprême qui a ainsi décidé dans un arrêt connu de tout le monde. Parce que lorsque vous vérifiez l'ordonnance loi numéro 63 bar 3000 du 7 décembre 1963, il n'y a rien qui subordonne le poursuite à la plainte du chef de l'État. Mais c'est plutôt en ce qui concerne l'ordonnance loi numéro 63 bar 3001 de la même date, qui concerne les chefs d'État étrangers et les chefs de gouvernement étrangers, que la plainte de ceux-ci devient importante. Donc là, je crois que je me fais bien comprendre, on n'a pas besoin de la plainte préalable pour poursuivre l'auteur des offenses envers le chef de l'État. Et c'est après de contact téléphonique que le prévenu va entrer en entretien avec lui par vidéoconférence. Nous sommes au début du mois de juillet. C'est seulement en date du 11 et du 12 juillet 2022 que le prévenu va se rendre à Londres, où ils ont eu des contacts physiques en présentiel. Et donc ce qui a été enregistré, ce qui a été publié par le journal Le Temps, c'est l'entretien qu'ils ont eu par vidéoconférence. Et ils ont eu cet entretien partout. C'est soit à partir de son bureau, soit à partir de sa résidence. Dès lors que le prévenu est entré en contact avec eux, s'est entretenu avec eux par vidéoconférence, pouvons-nous retenir que c'était à Londres, alors qu'à Londres, c'était les deux fois, les 11 et le 12 qui se sont rencontrés à Londres. Mais ça a commencé par la République démocratique du Congo, et c'est l'ordre public congolais qui a été violé. Donc, on ne peut pas faire de l'imaginaire, et donc ce moyen de violation consistant à la violation de dispositions sus-évoquées ne tient pas. Le deuxième moyen est tiré de l'incompétence territoriale, au motif que le fait objet de poursuite serait commis à l'étranger, notamment à Londres. C'est pratiquement ce que je viens de dire, que les faits pour lesquels le prévenu est poursuivi, ce sont des faits qui ont été commis par vidéoconférence et non pas les faits qui ont été commis à Londres lorsque le prévenu a rencontré les investisseurs en face. Le prévenu restera constant pour vous dire qu'il a rencontré ces investisseurs 3 fois. La première fois par vidéoconférence et les 2 autres fois par présentation physique. Et donc le ministère public, respectueux du principe de la territorialité, ne pouvait s'appesantir que sur les faits qui ont été commis en République démocratique du Congo par vidéoconférence, et cela est bien dit dans le libellé de prévention. S'agissant de l'incompétence territoriale, disais-je, je viens de vous démontrer que le fait pour lequel le prévenu est poursuivi ont bel et bien été commis en République démocratique du Congo et dans la commune de la Gombe, lieu de la situation physique, de la résidence, ainsi que du lieu professionnel ou du travail du prévenu. C'est donc étonnant que l'on puisse vous dire que votre tribunal n'est pas compétent. Tout simplement parce qu'ils estiment que la compétence territoriale serait peut-être accordée à une juridiction étrangère alors que les faits ont été commis en vertu de la résidence du prévenu, en vertu de la lieu de la commission de faits, c'est votre tribunal qui est compétent. Ce moyen sera donc rejeté pour irrélevance. S'agissant de la prématurité, on parle de la prématurité.
que cette conception consistait à domestiquer le ministère public. Parce que le pouvoir d'appréciation, le pouvoir de poursuite appartient au ministère public qui estime qu'à tel ou tel moment, il a les éléments caractéristiques de chaque prévention ainsi que l'administration de la preuve pouvant amener les juges à prendre une décision pour l'intérêt social. C'est vrai que lorsque nous avons été informés, parce que vous savez qu'à cette date-là, Kinshasa s'était réveillé sous le coup des rumeurs. On a sapé l'honneur du chef de l'État. On a vendu les mines de la République démocratique du Congo. Scandale au sommet de l'État. Kinshasa était sous le coup des rumeurs. Mais le ministère public, qui est l'avocat de la société, s'était directement intéressé. Voilà ce qui a justifié l'ouverture d'un dossier d'information, le dossier RI. Les dossiers RI, c'est comme le nom l'indique, c'est pour recueillir les informations, vérifier les faits allégués, les faits infractionnels qui sont allégués, pour les vérifier. Mais lorsque le ministère public, qui utilise aussi bien des agences, les officiers de police et judiciaire, les IPJ, a des éléments qui lui permettent d'ouvrir un dossier de répression, le ministère public a le droit de le faire sans demander l'autorisation de qui que ce soit. C'est ce qui a été fait. Donc, lorsque les éléments d'information ont été corroborés par d'autres éléments qui viennent de nos sources, le ministère public n'avait pas d'autre choix que de mettre l'action publique en mouvement. Et donc, sur ce point, on ne va pas subjuguer le ministère public pour demander au ministère public de faire le désir ou la volonté de telle ou telle partie. Le ministère public a bien fait son travail et c'est ça la mission que la société lui a confiée. Le troisième, je vois que je viens de parler de la prématurité. On a parlé également du manque d'objets. Manque d'objets. Lorsqu'on parle de manque d'objets, certains plaideurs ont dit non parce que les objets relatifs à la commission de l'infraction n'ont pas été saisis. Les autres disent non, c'est parce que le corrupteur n'est pas intéressé dans la présente cause. Je me demande d'où ça vient par rapport au manque d'objets et nous sommes en matière pénale. Manque d'objets. Qu'est-ce qu'ils veulent entendre par manque d'objets? Est-ce que dans tout procès, il faut saisir des objets? Parce que le seul objet qu'on pouvait saisir, c'est trouvé entre les mains du prévenu. Et nous avons demandé au prévenu de produire cet objet-là et le prévenu a promis de produire. Vous vouliez que nous puissions saisir quoi? S'agissant du corrupteur, je pense que les investisseurs là, qui sont corrupteurs, se sont finalement rendus compte qu'en République démocratique du Congo, il existe ce qu'on appelle la corruption active et la corruption passive. Et qu'en se présentant, ils feront aussi l'objet de poursuites. C'est ça. Et d'autres plaideurs aussi se sont égarés. Ils se sont vraiment égarés pour dire que, voilà ce que je disais, perte de certaines idées. Certains plaideurs ont dit qu'il fallait une plainte de la victime ou encore une dénonciation de l'état dans lequel l'ordre public a été troublé. Commençons par la plainte de la victime. Vous devriez retenir que dans les cas d'espèce, la victime c'est l'État congolais. Donc le préjudice est plus social que particulier. La victime c'est l'État congolais qui a vu que tous les compatriotes, tous les Congolais observaient des comportements népotistes au sommet de l'État. Donc la victime ici, c'est l'État congolais, c'est la société congolaise. Donc il n'y a pas une victime particulière. D'ailleurs, lorsque vous lisez l'article 3 du Code pénal, livre 1er, que vous invoquez, on vous dit si l'infraction a été commise contre un particulier, voulez-vous dire que les corrupteurs qui sont des investisseurs sont en même temps victimes?
ne sont pas victimes. Ce sont aussi des infracteurs. Nous devrions les poursuivre s'ils étaient sous notre sol. Donc, il n'y a pas une victime dans le cas d'espèce. Ce sont des corrupteurs, ils devaient être poursuivis. La loi vous dit très bien, lorsque l'infraction a été commise contre un particulier, est-ce que ces investisseurs-là sont-ils des particuliers? Ou bien ce sont des auteurs de la corruption active? Et pourtant, ce que nous poursuivons, ce sont des faits qui se sont déroulés en territoire congolais. Donc, Londres n'avait pas intérêt à venir dénoncer parce que son ordre public n'a jamais été troublé. Et nous nous sommes réservés quant aux faits qui concernent Londres. Là, c'est lorsqu'ils se sont vus physiquement. Mais le ministère public vous dit que moi, je n'ai retenu que ce qu'il y a eu par vidéoconférence. Donc, le principe de territorialité a été bien suivi. Il y en a qui disent, voilà, je me rappelle, un plaideur a parlé de l'objet, pourquoi on n'a pas saisi les dons, les offres, ceci, cela, pourquoi on ne les a pas saisis. Monsieur le plaideur, il faut assimiler que lorsqu'on est dans la corruption passive et on est dans le trafic d'influence, il faut d'abord se mettre en tête qu'on est en présence des infractions formelles. On n'est pas en présence d'une infraction matérielle. Dans les infractions matérielles, la loi incrimine le résultat. Tandis que dans les infractions formelles, la loi incrimine et réprime les procédés et les tensions. Dans le cas d'espèce, en sollicitant des dons, en sollicitant des rétrocommissions, le prévenu a déjà procédé. Même si on n'a pas donné de l'argent, même s'il n'y a pas eu d'offres ni de dons, les résultats importent peu. C'est une infraction formelle. Et je vous renvoie, vous pouvez lire utilement à ces propos le professeur Nyamiru Umwenesonga dans son livre, s'agissant des délits formels et des délits matériels, vous allez les lire. Il vous dit, orbi et orbi, que la corruption est une infraction formelle. On n'a pas besoin du résultat pour punir. Donc, lorsqu'on ignore ce méandre-là, on risque de dire que non, il fallait saisir l'objet, il fallait ceci, il fallait ceci. Et j'atterris, en attendant leur réplique et pour contre-répliquer, le prévenu vous dit qu'il y a obscurité délibérée. Mais le ministère public dit, mais nous sommes où? Lorsqu'on dit qu'il y a obscurité délibérée, cela veut dire que le prévenu ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Mais le prévenu a été devant nous au parquet. Il a été interrogé par 2 reprises. Mais comment le prévenu peut ne pas comprendre ce qu'on lui reproche? Ça veut dire tout simplement que c'est un dilatoire. Comme tout le monde sait que l'exception d'obscurité délibérée, c'est une exception dilatoire, on a voulu gagner le temps. Vous allez donc constater que le prévenu connaît bel et bien ce dont il est reproché. Il s'agit de préventions qui sont bien libellées dans la citation à prévenu que vous avez bien assimilée. On ne peut pas s'en dérober. Venir ici soulever l'exception des constitutionnalités, l'exception d'obscurité délibérée, c'est faire preuve du refus de la justice. Moi, je pense que le prévenu aurait bien fait de demander au tribunal d'accélérer l'instruction pour étaler son innocence, plutôt que de chercher des dilatoires, se cacher derrière les inconstitutionnalités et l'obscurité délibérée. Pour tout ce que nous venons de dire, et en attendant bien sûr le réplique auquel nous allons réagir, le tribunal constatera que tous les moyens évoqués par le prévenu ne sont que des dilatoires qui ne tiennent pas. Et nous voulons que le tribunal puisse se poursuivre pour que nous puissions démontrer à ceux qui ont assisté à la commission de ces infractions que la société existe. J'ai dit. Je passe la parole au conseil prévenu Le ministère public qu'il y a manifestement obscurité délibérée. D'aucuns croient
croit peut-être si on dit exception dilatoire, c'est comme une aventure. Non, c'est prévu au droit positif congolais. Le code de procédure civile prévoit les exceptions dilatoires. Mais ici, nous ne sommes pas dans le dilatoire. Nous sommes dans le bon droit. L'article 57 du Code de procédure pénale est éloquent pour expliquer ce qu'on attend par obscurité délibérée. Lorsqu'il prend la parole, il vous dit que le prévenu aurait commis les infractions soit dans son bureau, soit... Il n'est même pas lui-même sûr du lieu où l'infraction aurait été commise. Mais c'est pour renforcer en principe la thèse de la commission à l'étranger. Comme j'avais dit, illuminé, qu'il a glissé, c'était un glissement. Et heureusement que nous l'avions détecté à temps pour le lui opposer. Donc c'est ça. Nous avons parlé du manque d'objets, pas les objets matériels, l'objet de la demande. C'est les résultats auxquels tout plaideur ou tout demandeur ou tout ne sais pas quoi, en espèce de paquet ici, recherche. Il vous dit que c'est la corruption passive. Il oublie que nous sommes en face d'une infraction plurale. Et l'infraction plurale, qu'est-ce qu'on en fait? Étant juriste. Donc vous avez les sons d'un côté et vous laissez l'autre son, vous dites non, c'est une corruption passive. On vous cite. Il dit non, non. Madame, ce qu'on évite, ce qu'on doit éviter, à une certaine... Nos institutions ne peuvent pas, à une certaine limite, copier les comportements des politiciens. Permettez-moi de dire. Les Djalilou là, ça fait que ça tue le fonctionnement des institutions congolaises. La République démocratique du Congo a un gouvernement. Et il y a un garde des Sceaux. Il y a un garde des Sceaux. Lorsque il y aurait un problème ou une difficulté, le garde des Sceaux est là. Le ministre de la Justice est là comme les conseillers juridiques du gouvernement et comme aussi même l'avocat du gouvernement. Mais on vous dit non. Le parquet, il s'est réveillé d'un bon matin, et la toile a été bondée par des vidéos, par ceci, et directement il s'en est saisi. Oubliant que son propre rapport le contredit. Oubliant que son propre rapport le contredit. Et il va très loin, la victime c'est l'État congolais. Et l'État congolais ici est représenté comme gouvernement par les ministères publics. Il va prendre la parole, il va répliquer. L'État congolais là, en termes de gouvernement, est représenté par le ministère public. Ça c'est inadmissible. Et il est représentant de l'État, il a conseillé ici comme parti civil. A-t-il conseillé comme parti civil ici? Parce que c'est l'État qui est victime. Non. On doit s'éviter certains concepts, je dis, qui appellent juste à beaucoup d'interprétations. La Cour de sûreté de l'État n'existe plus. Alors, si vous avez vous voulez opiner sur une question donnée, Bino Suzungu a un ouvrage de doctrine riche. On aurait aussi à voir du parquet général de la Gourbée un son doctrinal contraire. La doctrine matérialisée par une publication aussi. Donc ça, on doit quelque part aussi éviter de faire des emplois qui peuvent s'avérer un peu abusifs. On ne les connaît même pas. Il n'a jamais été interrogé dans ce procès verbal pour savoir combien il a remis en termes de dons, en termes d'objets de valeur. Il n'y a pas un corrupteur actif. Même on vous dit qu'il y a un corrompu.
J'ai eu à interroger madame, un notaire ivoirien, M. Hyacinthe Sarasolo. Dans son ouvrage, La corruption des fonctionnaires en Afrique, étude de droit pénal comparé. Hyacinthe Sarasolo dit ceci. Pour parler de corruption passive, il faudrait que la personne soit la seule habilitée à délivrer les actes de la fonction. C'est-à-dire qu'il doit être compétent pour délivrer tel document. Mais le conseiller spécial du chef de l'État n'a pas la signature à mon emploi. C'est un consultant. C'est un consultant qui a un agenda fourni. On lui soumet des questions stratégiques, il analyse et il soumet à l'appréciation de la haute autorité pour sanctionner. Il ne délivre aucun document, rien, même pas un permis d'exploitation, rien. Mais on dit qu'il a été corrompu passivement, il a réceptionné des dons et en contrepartie, qu'est-ce qu'il a remis au corrupteur actif? Des permis de milliers? Non. Il n'est pas compétent. Et lorsqu'on n'est pas compétent pour délivrer un quelconque document, j'atterris madame, je réponds en disant qu'il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas un corrupteur, il n'y a pas l'objet, la nature de l'objet qui a été remis, il n'y a pas aussi l'acte de la fonction qui a été remis à la partie. Donc je dis que c'est un dossier vide. Je dis je vous remercie. Monsieur l'officier du ministère public, l'instructeur du dossier, qui a consigné son procès verbal avec notre client, sorti du cadre même de son audition. Et je ne localise pas de quelle manière il rencontre, il épouse la requête qui vous saisit aujourd'hui. Quand il veut soutenir la thèse selon laquelle les faits prétendument commis le seraient à Kinshasa, tantôt c'est chez lui, tantôt en vidéoconférence dans son bureau, mais ce n'est pas ce que lui, il a consigné dans son procès verbal. Madame, la requête n'est que le résultat du PV d'audition appuyé par le rapport de l'instructeur. C'est ce qui donne corps à la requête aux fins de fixation pour venir vous saisir, madame. Le PV renseigne à la suite de sa question à notre client que les faits se seraient commis. Parce que nous parlons au conditionnel. Ici, nous ne disons pas que les faits ont été commis. On n'est pas encore là, parce qu'on n'est pas encore à l'instruction. Donc, quand lui-même reconnaît avoir consigné Londres comme lieu, mais il dit non, c'est à Kinshasa. Hein? C'est à Kinshasa, en Suisse. Mais qu'ils nous disent au moins que c'est un journal congolais. Madame, nous disons au tribunal que vous n'allez pas faire égard à cette requête parce que cette procédure d'instruction a violé les pertinentes dispositions des articles 3 du Code pénal livre 1er et 67 de votre loi. Vous allez prendre les dispositions. Mais aucune procédure ne peut violer la loi et qu'on la laisse poursuivre son fil. Non. Nous disons que le ministère public a violé la loi. Et vous ne pouvez pas épouser cette thèse-là qu'elle devait vous présenter comme si non, nous faisons passer le temps, on devait plutôt demander au tribunal de continuer d'entamer l'instruction. Non. Mais si les prémices fausses, alors la suite sera quoi? Voilà pourquoi, Madame le Président, nous avons voulu réaffirmer que les dispositions des articles 3 du Code pénal livre 1er et 67 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences de toutes les juridictions ont été violées par le ministère public. Et vous en tirez les conséquences. Dans notre requête aux fins de fixation d'audience, les lieux de la commission de fait n'ont pas été déterminés, ce qui est faux. Apparemment, les plaideurs veulent qu'on dise que non, les faits ont été commis sous les lits, au jardin, dans la cuisine ou au salon. Lorsqu'on détermine les lieux de la commission de fait, on détermine la commune, on détermine dans quel pays. C'est ce qui a été fait. Nous avons bien déterminé que les faits ont été perpétrés dans la commune de la Gombe.
Nous n'avons pas à dire que c'était au bureau, que c'était dans la cuisine. Donc, ce moyen ne tient pas. Et on nous demande aussi quel est finalement l'objet de notre action. C'est quand même abécédaire pour tout le monde que l'action publique, surtout quand ça vient du ministère public, ça vise la répression. Ça vise la répression. L'objet de notre action, c'est la répression, tout simplement, c'est la répression. On a dit aussi que le ministre de la Justice a fait ceci, fait cela. Il ne faut pas citer le nom du ministre de la Justice ici. Parce que ce n'est pas le ministre de la Justice qui met l'action publique en mouvement. Seul le ministère public qui met l'action en mouvement indépendamment du gouvernement. Donc ce sont des institutions distinctes. Il n'y a pas à parler du gouvernement, il n'y a pas à parler du ministre de la Justice. Voyez le ministère public qui a reçu ce pouvoir d'exercer l'action publique au nom de la société congolaise. On vous dit également que mon défunt collègue Tizungu a bien fait de dire que les poursuites en matière d'offense contre le chef de l'État sont subordonnées à la plainte. Apparemment, les plaideurs là n'ont pas compris que le ministère public a cité une jurisprudence très éloquente de la défunte Cour suprême de justice en cette matière-là. Et non seulement que nous avons cité la jurisprudence de la défunte Cour suprême de justice, mais nous sommes allés très loin pour lui faire voir que cette conception qui a été reprise par mon défunt collègue Tizungu Boni résulte de l'atavisme né du Code d'organisation des compétences judiciaires déjà abrogé, ainsi que de la Cour de sûreté de l'État qui est déjà dissoute. C'est une conception atavique aujourd'hui. Lorsque vous prenez tous ces tests-là, vous ne verrez nulle part où il est dit que pour poursuivre l'auteur d'une offense envers le chef de l'État, il faut une plainte préalable. D'abord, le test même incriminateur, qui est l'ordonnance loi numéro 63/300 du 7 décembre 1963, ne dit nulle part que les poursuites sont subordonnées à la plainte. Aucune autre loi ne le dit. C'est pourquoi je suis allé même très loin pour vous montrer les rapprochements qu'on a semblé faire entre l'article 138 terre et puis les dispositions s'agissant des chefs d'État étrangers et de gouvernements étrangers, que c'est de manière erronée. Nulle part la loi subordonne et aucune même jurisprudence ne subordonne les poursuites en matière d'offense envers le chef de l'État à la plainte préalable. On nous a aussi dit que non, dans cette instance, il faut qu'il y ait les corrupteurs parce que l'infraction de corruption suppose un corrupteur et un corrompu. C'est ce qu'on a voulu dire. Et on a dit que ces corrupteurs-là ne sont pas identifiés. À moins que ce soit une photophobie judiciaire. Lorsque je prends la requête, je lis sans bien ouvrir les yeux que les corrupteurs sont bien identifiés. Et ce n'est pas le ministère public qui les a identifiés, c'est le prévenu qui les a identifiés parce qu'il savait avec qui il s'entretenait. Ce n'est pas le ministère public qui les a cités. Vous lisez la prévention, vous allez voir que les corrupteurs sont identifiés. Et il n'est pas dit que lorsque l'auteur de la corruption passive est poursuivi, il faut en même temps que l'auteur de la corruption active soit poursuivi. Et nous insistons pour dire ici que s'agissant de l'article 3 qui a été suffisamment évoqué par le prévenu, la somption qu'on fait de cette disposition légale avec les faits ne tient pas. Parce que l'article 3 vous dit, lorsque l'infraction a été commise contre un particulier, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la plainte. Mais quel est ce particulier qui a été victime dans le cas d'espèce? Dans le cas d'espèce, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Et nous ne sommes même pas dans cette hypothèse où les faits ont été commis à l'étranger. Nous sommes dans l'hypothèse réaliste et vérifiable dans laquelle le prévenu a perpétré ces faits par vidéoconférence. Et donc, on ne peut pas évoquer le principe de territorialité qui n'a aucunement été violé. Je dis. Étant demandeur sur les 5 moyens développés par eux, les procureurs de la République ayant répliqué par rapport à tous ces moyens,
le tribunal estime prendre ses moyens en délibéré pour se prononcer dans sa décision motivée dans les délais de la loi, soit dans les 10 jours. L'audience est momentanément suspendue pour changement de Une nuance que nous apportons, on n'est pas encore au niveau de déclaration de la commission des infractions. Nous n'étions que sur la forme. Parce que ce n'est pas nous qui disons, mais ce sont les pièces, notamment le PV d'audition, la requête aux fins de fixation, le rapport du magistrat instructeur lui-même font état de ce que les vidéos montées et séquencées par ceux qui avaient intérêt de le faire l'ont été à partir de la ville de Londres au Royaume-Uni, en Europe. Et c'est pour cette raison-là, nous avons sollicité l'incompétence du tribunal au motif qu'il n'est pas territorialement compétent du fait que ces infractions n'ont pas été commises, ne seraient pas commises dans le ressort de sa juridiction. Des deux, nous faisons savoir que nous n'avons statué que sur les exceptions, et parmi lesquelles nous avons pris l'incompétence du tribunal par rapport à sa territorialité. Nous avons aussi fait voir au tribunal que la requête qui le saisissait violait certaines dispositions de loi, notamment comme ce sont les faits qui seraient commis à l'étranger. Il y a des préalables légaux qui pèsent, à savoir la plainte préalable de la partie lésée, chose qui n'a pas été faite, ou la dénonciation de l'autorité publique du pays où ces infractions seraient commises. Et ces deux préalables, jusqu'au moment où nous parlons, n'ont jamais été rencontrés. Et des deux, il y a aussi le problème de l'identité de la partie contre qui ces actes infractionnels ont été visés, ou le plaignant, en d'autres termes la victime, qui jusqu'au moment où nous parlons reste inconnue. Donc par rapport à d'autres, nous sommes respectueux de notre justice. Je crois que vous avez été dans la salle, vous avez vu comment la gaieté qui animait les orateurs, les plaideurs et même les tribunaux. Et je crois que mes estimés confrères ici peuvent toujours compléter, parce qu'il y a eu beaucoup de... Je ne peux pas précéder la position du tribunal. Nous avons notre position et cette position est de droit. Vous avez été dans la salle, nous avons fait voir au tribunal la précipitation avec laquelle le ministère public, qui dans son rapport à lui, il a fait quand même voir qu'on ne serait pas aujourd'hui devant le juge. Parce qu'il y a certaines données de l'instruction qui font défaut. En ce qui concerne la Ma Mission TV, le miroir du monde.